Bien, bonjour à toutes et à tous. Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Monsieur Ben Ali, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions en cette fin d'après-midi. Comme vous le savez, nous avons entamé ce matin les travaux de notre commission d'enquête sur les révélations des Uber Files, l'ubérisation, son lobbying et ses conséquences. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du Consortium international des journalistes d'investigation ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files. S'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017, cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public, particulier de personnes réservées jusqu'alors au taxi. Donc dans ce contexte, notre commission d'enquête a d'une part donc pour objet d'identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, notre commission a également pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales et environnementales du développement du modèle Uber en France et les réponses apportées pour les décideurs publics en la matière. Dans la mesure où vous représentez le syndicat INV, on dit, je pense, ouais, INV, très bien, nous souhaitons connaître votre point de vue sur l'implantation de la société Uber en France et des VTC, ses méthodes de lobbying, ses conséquences sur l'évolution du transport public particulier de personnes depuis 2014, et plus largement sur le développement du modèle Uber dans l'économie. Cela nous permettra de compléter les informations déjà transmises par le collectif de journalistes à l'origine des Uber Files et celles des représentants de la profession, des taxis et des VTC que nous avons déjà entendus. Je rappelle, cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole, monsieur, pour vous présenter en quelques minutes et d'entamer les échanges sous la forme de questions et de réponses pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire l'un après l'autre, non, de le dire, je le jure, après avoir activé votre micro. Je le jure. Écoutez, je vous remercie. Donc, je vous laisse la parole dans un premier temps. Ensuite, moi, j'aurai des questions à vous poser, puis Madame la rapporteure également. Si jamais ça vous était possible que je pose des questions, je dois retourner en séance. Non, on va faire comme c'est prévu habituellement. Voilà, je vous remercie. Plus tard. Je vous remercie. Je vous laisse la parole. Ça vous coûte quoi? Alors, mesdames, messieurs, merci. Donc déjà, je vous remercie de m'avoir invité, monsieur le président, madame la rapporteure. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer, puisque c'est hyper important pour nous d'expliquer un peu donc l'implantation d'Uber et cette fable qu'on nous a servi depuis des années. Je vais faire une présentation donc, de notre structure. À l'époque, j'étais le secrétaire général d'une structure locale qui s'appelait UVH. Donc en 2018, on a décidé de créer notre structure justement pour faire porter nos revendications auprès de la société Uber. De là, je suis passé en structure nationale donc pour devenir une entité nationale sous le nom de INV, Intersyndicale Nationale VTC, parce qu'on a regroupé plusieurs entités au sein d'une même structure. J'en suis devenu le secrétaire général aussi. Et ensuite, je suis devenu coordinateur européen donc, de plusieurs structures suite à nos mobilisations, à nos réussites, parce qu'on a réussi quand même à créer donc, un contre-pouvoir face à cette plateforme numérique. Et je fais partie d'une organisation mondiale, je suis membre de cette organisation qui s'appelle IAATW, qui regroupe 56 organisations de par le monde. Voilà.
Alors, concernant donc, Uber, la société Uber, moi j'ai connu cette société en tant que chauffeur. J'ai travaillé en tant que chauffeur. Euh, on nous a servi une fable en nous faisant croire qu'on était indépendant. Et au fur et à mesure de l'aventure, on voyait des liens de subordination apparaître. Le fait de ne pas avoir la possibilité de refuser des courses, le fait de manipuler notre temps avec des notifications intempestives, ou alors de nous dire pourquoi vous n'avez pas travaillé pendant un certain temps, si vous ne travaillez pas, vous risquez d'être déconnecté, et le fait de ne pas être propre, maître de sa tarification, puisqu'elle était constamment imposée par Uber et elle a été revue d'année en année, non à la hausse, mais plutôt à la baisse. Donc moi, comment j'ai pris la tête d'un mouvement, j'ai vu mes camarades se faire déconnecter au fur et à mesure de cette aventure. Donc on a créé un collectif de chauffeurs à Lille avant de créer une structure indépendante. Et à ce moment-là, on a porté nos revendications. La première des choses, alors je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais je vais aller dans le plus bref, c'est que lorsqu'on a voulu dialoguer avec Uber, la première des choses, c'est qu'on a subi des pressions. On nous a dit, oui, attention, vous allez prendre la tête d'un mouvement, alors si vous allez à contre-courant d'Uber, vous risquez des sanctions, on est une multinationale, on est puissant, faites attention. Des propos qui ont été dites par Madame Nadia Chalgoumi, c'est comme ça qu'elle s'appelait, enfin, elle s'est présentée sous ce nom-là, et elle nous a dit qu'elle travaillait à l'époque, voilà, en tant que dans un service des renseignements généraux, c'est comme ça, enfin, elle mettait des coups de pression en disant qu'elle avait des contacts au sein de la police, donc pour essayer de nous intimider. Ça n'a pas fonctionné, bien au contraire. Donc à ce moment-là, moi j'ai rapporté ces faits-là à des chauffeurs. Et mes camarades solidaires ont décidé de mener des actions qui ont fait la une donc, de la presse à Lille. Et à ce moment-là, Hubert a revu sa stratégie et essayé de créer une espèce d'affinité en disant, écoutez, vous avez tout intérêt à être à nos côtés, les chauffeurs sont des ingrats, ils se plaignent tout le temps. Donc voilà, ça c'est les pratiques d'Hubert, hein. Et il y avait des sous-entendus. Des sous-entendus où, si vous êtes de notre côté, vous aurez une bonne place, vous serez privilégié, on peut vous mettre dans une situation bien confortable. J'ai demandé à définir ce que c'était qu'une situation bien confortable. Ils se sont arrêtés là. De là, au fur et à mesure, donc du coup, des déconnexions ne cessent encore une fois de venir, avec par exemple des collègues qui se font déconnecter sans préavis, sans justification, de manière abusive. Et là, on décide de porter le combat à Paris parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de collègues justement qui se plaignent de ces déconnexions, du fait qu'aujourd'hui, la plupart, encore une fois, les subissent parce qu'ils sont malheureusement attachés à leurs dettes, hein, disons-le clairement, hein, si on peut imaginer ça. Et là, quand je prends la tête de ce mouvement, donc un mouvement social qui a démarré novembre 2019, où on décide tout simplement de bloquer tous les bureaux partenaires d'Uber pour faire entendre notre mécontentement. Et à ce moment-là, ça a marché. Je recevais des appels d'une certaine Elodie Jones, qui n'arrêtait pas de m'appeler d'ailleurs, en me disant le dialogue social, le dialogue social. Je leur disais tout simplement, moi j'ai une liste de personnes, donc je lui avais présenté une liste de plus de 300 personnes déconnectées, et je demandais tout simplement d'avoir des justifications à ces déconnexions. On m'a refusé, justement le droit de pouvoir défendre ces chauffeurs en me disant qu'en gros, ils ont une politique américaine, que c'est pas dans leur politique justement de discuter, de négocier avec les syndicats et que on devait leur faire confiance. J'ai refusé. On a continué. À ce moment-là, je recevais encore des appels. On me disait venez discuter et j'en passe. J'ai refusé. À un moment, on m'appelle donc une certaine Maya Layat qui me donne un rendez-vous donc du coup à Aubervilliers. On discute. Dans ces échanges, il y a eu des propositions. L'une d'entre elles, c'était de me donner 150 euros sous forme de bonus. En gros, c'est défiscalisé, vous inquiétez pas. Je leur demandais, mais comment vous allez justifier tout ça? Bah écoutez, on va dire tout simplement que vous gérez une commission de reconnexion, déconnexion des comptes partenaires Uber, chauffeurs partenaires. Ok. Je dis, mais
Enfin, c'est interdit ce que vous me faites là comme proposition. Enfin, vous essayez de me soudoyer. Non, non, écoutez, c'est légal. On peut faire appel à vos services pour faire partie d'une commission pour reconnecter les chauffeurs, les déconnecter. Enfin, une commission totalement biaisée, hein. Je rappelle que mon adjoint a participé à cette commission où vous avez 4 personnes qui sont en faveur d'Uber et vous êtes la seule personne qui va défendre les intérêts des chauffeurs. Donc c'est 4 voix contre une voix. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec l'autorité de relations sociales actuellement. C'est la même chose, quoi. Donc du coup, à ce moment-là, elle continue dans sa proposition en me disant que voilà, ils ont des courses qui sont pas référencées dans la plateforme Uber, qu'ils ont des contrats avec des grands groupes qui peuvent justement me faire bénéficier de ces fameuses courses plus rentables que celles qu'ils distribuent. Enfin, des propositions un peu farfelues parce que je comprenais pas en fait l'objectif. Et l'objectif à la fin, c'était clair, c'était Monsieur Ben Ali, vous avez tout intérêt à être de notre côté. Je vous le dis clairement, ça va enfin, vous aurez des problèmes. Vos collègues ont suivi un autre chemin que vous. Ne vous entêtez pas. J'ai refusé. Je l'ai filmé puisque je n'avais pas accès à mon téléphone à l'intérieur des bureaux d'Aubervilliers. Et à ce moment-là, j'ai filmé. Cette vidéo est disponible sur YouTube. Et j'ai dit à Madame Layat de répéter ce qu'elle m'a dit tout simplement. Elle s'est affolée. On voit bien dans la vidéo qu'elle appuie sur l'ascenseur pour descendre très vite. Et les chauffeurs voulaient savoir bah, comment se fait-il que voilà, elle s'explique pas, qu'elle parte comme ça, qu'au moins qu'elle dise que c'est pas vrai quoi. Donc voilà. Du coup, bon, le mouvement continue. Je reçois encore des appels. On me dit arrêtez, vous risquez des sanctions. Je leur dis mais je suis juste là pour défendre nos droits. Et menace sur menace, 2019, je me fais déconnecter, soi-disant parce que j'aurais harcelé, pris en otage des salariés d'Uber, menacé, enfin bref, ça n'a pas tenu puisque leur plainte a été classée sans suite et ils ont relancé encore la plainte, sachant que chaque jour de mobilisation, les forces de l'ordre étaient là, puisqu'ils appelaient les forces de l'ordre, ils avaient même un huissier de justice pour constater en fait ce qui se passait. Nous n'avons jamais été violents pour notre part. Il y a eu d'autres structures qui se sont greffées à ce mouvement-là. Nous ne sommes pas responsables de ce que font les autres structures. Mais pour notre part, nous avons toujours appelé au calme et nous étions voilà, en protestation contre une politique qui nous amenait à aller justement dire à Uber que c'était pas possible de continuer comme ça sans concertation. Donc quand ils m'ont déconnecté, bah, ils ont réussi. Ben, le lendemain, plus aucun chauffeur n'est venu se mobiliser. Ils avaient peur de se faire déconnecter, hein, parce que c'était fort quand même de déconnecter un syndicaliste. Et ils se sont pas gênés aussi de déconnecter mon adjoint, parce qu'il était mon adjoint, c'est-à-dire Rachid Ladi. Donc voilà. Donc, ben, à ce moment-là, nous on continue donc nos mobilisations, on dénonce. On a eu des personnes qui nous ont soutenus dans d'autres combats. Dont aussi je parlerai plus tard de Mark McGann qui est venu à notre rencontre donc avant les révélations Uberfile puisqu'on on a eu accès à des éléments un an avant l'apparition de ces documents. Et à chaque fois, Uber utilisait vraiment une politique assez agressive contre nous, c'est-à-dire qu'ils embauchaient carrément des sociétés spécialisées dans les réseaux sociaux pour aller ternir l'image de notre structure, raconter des fake news, et ce sont des choses justement qui ont été révélées par Mark McGann, donc ces pratiques existent. Donc là, de fil en aiguille, on continue. Et pour terminer, ce qui est hyper important, c'est que moi je comprends pas en fait Uber qui, donc via la DG France, Laureline Seriez, l'année dernière me demande tout simplement de pouvoir échanger avec elle, de dialoguer. Ok, je comprenais pas parce qu'il y a un moment on me dit clairement que je suis un syndicaliste voilà, assez virulent, agressif et il y a une plainte contre moi à cet effet. Et derrière, on veut me rencontrer, échanger, dialoguer. Donc ils organisent une rencontre à Lille l'année dernière, avant le dialogue social, avant l'autorité. Donc là, c'était, excusez-moi, il y a 2 ans hein, pratiquement, là maintenant.
Et Laureline Serriès discute en me disant, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut vraiment qu'on arrête tout ça. Fumons ensemble le calumet de la paix. Avançons ensemble. Voyez Bolt de l'autre côté qui met des tarifs très agressifs. Il faut vraiment qu'on collabore ensemble. Et moi, je lui disais, mais je comprends pas en fait. Vous voulez collaborer avec un syndicaliste où vous dites clairement qu'il est anti-Uber, qu'il veut détruire la société. Aujourd'hui, je comprends pas. Et donc, on me refait encore une proposition en me disant, on pourrait vous intégrer comme en Angleterre, parce que c'est comme ça qui s'est passé en Angleterre, c'est-à-dire que c'est eux qui choisissent leurs interlocuteurs, les syndicats qui vont entrer au sein de l'entreprise Uber. On m'a fait cette proposition en me disant, écoutez, vous avez tout intérêt à bosser avec nous. Nous, on aimerait bien justement travailler avec la structure la plus représentative de France. Et donc, on pourrait vous intégrer pour que vous puissiez défendre les chauffeurs. Et je leur ai dit, moi, je ne peux pas entrer dans une société qui aujourd'hui considère que nous sommes des indépendants alors que nous sommes constamment subordonnés via des algorithmes et que on ne puisse même pas échanger avec vous puisqu'à chaque fois vous nous dites que ceux qui décident sont aux États-Unis. Donc je lui ai posé une simple question, je lui ai dit est-ce que vous êtes décisionnaire? Elle me répond non. Je dis bah alors quelle est l'utilité de discuter avec vous et de continuer? Est-ce qu'on va pouvoir améliorer les conditions de travail? Elle me dit, je vais être honnête avec vous, il y a des choses où j'ai la main dessus et d'autres, malheureusement, j'ai pas la main dessus. Donc j'ai arrêté et je lui dis, moi, je continuerai mon combat devant la justice et surtout à cette époque-là, j'accompagnais donc cette fameuse directive européenne parce que pour nous, c'était la seule solution. Voilà. Très bien, je vous remercie, monsieur le secrétaire général. J'avais une première question. Au moment où vous commencez à travailler pour Uber, est-ce que vous signez, d'abord quel est votre statut juridique précis, et ensuite est-ce que vous signez un contrat, s'il y en a un qui vous lie à Uber, et dans ce contrat, est-ce que le point des déconnexions dont vous avez parlé est évoqué? Je vous remercie. Alors, question très intéressante. Effectivement, j'ai signé un contrat électronique. Donc, à l'époque, ils avaient un contrat papier avec la société Uber SAS France. Nous, on a eu un contrat électronique avec une société française et la société hollandaise. Sur les conditions générales d'utilisation de la plateforme, en aucun cas il était prévu des déconnexions abusives et sans justification. Elles sont apparues le 31 janvier 2020, donc juste après ma déconnexion, où il disait clairement dans ces conditions générales d'utilisation, puisque d'ailleurs on a saisi la CNIL à cet effet, hein, donc il y a une plainte contre Uber, où ils disent qu'en fait ils peuvent mettre fin à une relation commerciale, donc en déconnectant un compte sans justification, sans préavis. C'est marqué sur le nouveau contrat d'Uber qui date du 31 janvier 2020. Donc non, non. On avait juste des sous-entendus. À l'époque, on nous disait attention, il ne faut pas dépasser 20% de taux d'annulation. Mais ce n'était pas indiqué dans leurs conditions générales d'utilisation. Voilà, pour répondre à votre question. Je vous remercie, madame la rapporteure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Alors déjà, je vous présente toutes mes excuses parce qu'il est possible que je parte à un moment donné en courant pour la même raison pour laquelle je suis arrivée en retard pour aller voter en hémicycle, mais je reviendrai à la fin. Donc il est possible que je vous pose les questions, que je n'entende pas les réponses, mais je les entendrai puisque c'est filmé et qu'on m'en tiendra informé du compte rendu. Moi, j'avais 3 questions. La première, concernant vos propos, où vous nous décrivez des faits qui me semblent extrêmement graves, qu'il s'agisse de pression, d'intimidation et de tentatives de corruption à votre rencontre de la part de la direction d'Uber. Je voulais savoir aussi, on avait pu avoir vent à un moment donné de manifestations qui étaient plus ou moins poussées par Uber. Est-ce que vous avez d'autres éléments à porter à notre connaissance sur la façon dont Uber pouvait fonctionner vis-à-vis, pas simplement de vous, mais vis-à-vis de d'autres collègues à vous, pour pouvoir quelque part contrebalancer en fait la colère des chauffeurs ou orienter en fonction des intérêts d'Uber en faisant
des actions à caractère manipulatoire? Ça, c'est ma première question. Deuxième question concernant la harpe. Quel regard vous portez sur la harpe et sur la personne qui dirige la harpe, Bruno Meckling, qui avait par ailleurs été auditionné dans le rapport Frouin? Qu'est-ce que vous avez à nous dire à cela? Une question en lien avec cela, dans le rapport Frouin, quand on le lit bien, on comprend que le rapport Frouin souhaiterait spontanément conclure que dans l'intérêt des chauffeurs VTC, la conclusion devrait être celle de la présomption de salariat, de la requalification en salarié. Et pourtant, le rapport, en l'évoquant, précise bien que ça n'a pas été la commande qui a été faite au rapporteur de conclure ainsi par les décideurs publics. Et comme par hasard, la harpe joue un rôle pour pousser au prix de la course, dans un contexte où, au contraire, la revendication monte de la requalification salariée. Et d'ailleurs, vous avez, à Lyon, dans votre ville à Lyon, remporté un procès important de requalification salariée de chauffeurs VTC, et qu'on est dans un contexte où, la semaine dernière, la directive européenne de présomption du salariat a été adoptée par le Parlement européen. Voilà un peu mes deux grosses questions. J'en aurais peut-être une troisième aussi sur les conséquences de l'ubérisation, mais pas toutes les conséquences. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de vous entendre sur les conséquences en termes de liberté des données, en termes d'accès aux données. Quel est le rapport qu'Uber entretient vis-à-vis de vos données? Comment est-ce que vous avez fait des démarches, il me semble, pour pouvoir savoir quelles étaient vos données captées par Uber ou voilà. Donc, ce serait ma troisième question. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Alors juste excusez-moi, j'avais oublié de vous dire que j'étais en auto-entrepreneur. Donc c'était l'élément manquant. Effectivement, je vous remercie. Alors, je vais répondre à toutes vos questions. Il suffit d'aller reprendre un article du 10 février 2016, donc l'article de presse chez La Tribune qui dit Uber met la main au porte-monnaie pour inciter les chauffeurs à manifester. Alors, à l'époque, il y avait alors c'était Joseph François, président de l'AMT, une association montée de toutes pièces par Uber, qui avait pour but justement de défendre les intérêts d'Uber. Et pourquoi à cette époque, je vous cite cette époque-là? Parce qu'il y avait la loi Grand-Guillaume. Et la loi Grand-Guillaume voulait vraiment réguler, dont l'article 2, on a vu la promulgation dernièrement, mais on a bien vu qu'on n'a toujours pas les éléments nécessaires pour savoir combien de chauffeurs exercent au sein de la plateforme numérique et d'autres données nécessaires pour réguler ce secteur. À l'époque, ils ont quand même payé des manifestants pour aller manifester contre la loi Grand-Guillaume. C'est des pratiques qui existent, qui ont été révélées dans un article de presse. Donc on voit bien que quand Uber n'aime pas une loi qui va en sa défaveur, ils mettent la main à la poche. Donc ça, c'est hyper important de le préciser. Maintenant, de notre côté, on n'a jamais eu de telles propositions où nos adhérents recevaient des appels ou des notifications en leur disant voilà, n'allez pas manifester aux côtés du syndicat INV, on vous paye. Enfin voilà, nous on n'a pas eu ça. Mais plutôt des pressions auprès de nos adhérents pour dire attention, vous risquez d'être déconnectés. D'ailleurs, suite à la mobilisation, parce qu'on nous dit souvent comment se fait-il que les chauffeurs là saisissent le Conseil des prud'hommes, c'est très simple, la plupart d'entre eux ont été déconnectés suite au mouvement social de 2019, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré les fichiers vidéo du Fashion Center, ça c'est un agent de sécurité qui nous l'a dit, et ils ont essayé d'identifier les manifestants pour les déconnecter, parce que c'était des personnes qui posaient problème à la société Uber. Donc ces pratiques-là, elles existent. D'ailleurs, on a eu des personnes qui faisaient partie de certaines associations. Après, ce sont des bruits de couloir, je ne peux pas vous confirmer, mais Uber aurait eu donc, aurait fait ces mêmes pratiques au sein de certaines associations et syndicats, soit en leur donnant accès à une gamme de courses que certains n'ont pas, soit des propositions financières. Mais ça, je ne peux pas le prouver. Ce sont des bruits de couloir qui m'ont été dits par des collègues qui ont démissionné de ces entités-là, suite à ces révélations. Du coup, il faut comprendre que ces pratiques existent dans d'autres pays. Moi, je travaille avec mes homologues anglais, donc ADCU, donc James Farrar et Yassine Aslam,
qui sont confrontés au même problème avec des associations et syndicats montés de toutes pièces financés par Uber et qui sont là soit pour démonter les structures, soit pour être une espèce d'opposition contrôlée. Lorsqu'il y a une mobilisation de l'autre côté, eux se mobilisent pour dire non, laissez le modèle Uber tranquille. Et c'est ce qui se passe dans certains pays. Donc ça, il faut le savoir. Mais oui, aujourd'hui, Uber met donc la main au porte-monnaie lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts. Je vais répondre à la question concernant l'ARP, l'autorité sociale. Nous, on a participé à la mission Froid. Lors de la mission Froid, qui a duré 6 mois contre une autorité qui a émergé au bout de 2-3 mois, il y avait de vraies questions. Et à un moment dans ce regard, porté par Jean-Yves Froid, c'était de se dire, est-ce qu'on était réellement indépendant ou salarié d'une plateforme? Et du coup, au fur et à mesure des auditions, il fallait se dire, est-ce que on sauve le modèle Uber ou on régule le modèle Uber? Et à ce moment-là, il y a eu la question de la présomption de salariat. Parce que, il faut dire clairement les choses, on n'a pas la même relation qu'un médecin avec la plateforme Doctolib. On est loin de cette relation-là. C'est-à-dire qu'on est constamment subordonné. Et ils sont très inventifs, Uber, hein, pour amener des liens de subordination, on en a constamment. Là, Madame Borne s'est exprimée en disant que c'était pas possible. À ce moment-là, nous, on a fait une tribune qui était sauver le soldat Froid pour dire non, il y a une présomption d'un salariat à mettre en place, qu'il était hors de question de continuer. On nous a dit, mais attendez, ils veulent rester indépendants. Oui, je l'entends bien cet argument, sauf que nous ne sommes pas indépendants. Quand à chaque fois on nous impose des conditions, ce n'est pas être indépendant. C'est de l'esclavage. Il faut dire clairement les choses. Aujourd'hui, quand vous ne vivez pas de votre profession, quand vous êtes constamment les yeux rivés sur votre smartphone ou que vous mourrez de cette profession sans avoir mis à l'abri vos familles, je suis désolé, mais c'est de l'esclavage. Parce qu'on ne vit pas. On ne vit pas. Il n'y a personne aujourd'hui, la plupart des chauffeurs, tous les chauffeurs pratiquement sont endettés. Donc là, l'argument n'a pas fonctionné, malgré ce que je vous ai dit dans les conditions générales d'utilisation. J'avais même dit ça à l'époque au ministère des Transports et à tous les ministères, que je ne comprenais pas comment on pouvait parler d'indépendance alors que dans les conditions générales, c'est marqué qu'ils peuvent déconnecter sans préavis, sans justification. À ce moment-là, un personnage est sorti, qui est Monsieur Bruno Mittling, l'ancien DRH d'Orange, qui propose de discuter encore avec les syndicats historiques et de trouver des solutions. Donc on continue, on accepte, puisqu'on est toujours dans la voie de dialoguer ensemble, hein, de trouver des solutions. Lors de la mission Mittling, donc on nomme des personnes, 3 personnes, Pauline Tesquet si je ne me trompe pas, et la dernière personne j'ai oublié. Donc le but c'est d'auditionner, de savoir comment on peut justement créer un rapport de force et que les chauffeurs puissent garder leur indépendance. Là à ce moment-là, donc on discute et au fur et à mesure des discussions, on voit que c'est en faveur des plateformes, qu'il n'y a rien en faveur des chauffeurs. On nous parle d'une protection sociale, on nous impose cette protection sociale. Toutes les structures refusent cette protection sociale. On sait très bien qu'on veut nous amener au tiers statut à travers cette protection sociale. Et on le voit déjà, cette expérience existe déjà en Angleterre et dans d'autres pays. Là, de fil en aiguille, dans les discussions, le rapport de force est totalement biaisé. On parle d'un sujet, on nous ramène à un autre sujet. Et à ce moment-là, on voit émerger des ordonnances. Celle du 21 avril 2021 et celle du 6 avril 2022. Donc celle du 21 avril 2021, on voit bien que dès le début, des électeurs doivent avoir une certaine ancienneté pour pouvoir voter, sauf que la plupart ont été déconnectés des plateformes numériques à cause de ces liens de subordination parce qu'ils n'acceptaient pas, ou d'autres qui ne voulaient plus travailler avec les plateformes numériques parce qu'ils attendaient une réelle régulation. Et on a choisi, excusez-moi, mais on a choisi les électeurs. C'est-à-dire que Uber a choisi ses électeurs. Et malgré tout, il faut voir le taux de participation. Parce que de l'autre côté, nous, on a fait une campagne justement pour dire attention, n'allez pas voter. Parce que si vous votez, c'est vous tirer une balle dans le pied. Donc du coup, Uber n'a pas réussi, malgré le soutien de toutes les plateformes qui ont envoyé des notifications intempestives pour aller voter et j'en passe. On a remarqué qu'il y avait des électeurs choisis et d'autres qui ont été exclus.
Donc, et quand j'ai vu cette ordonnance-là, je m'y attendais. Je disais, mais attendez, à partir du moment où on a une carte professionnelle et qu'on est actif, que notre société est active, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas être électeur. Enfin bref, il y a plein d'éléments qui ont fait que finalement, on voyait qu'il voulait créer une autorité et que cette autorité était pro-Uber et disons-le clairement, hein, sans détour. Là, Monsieur Bruno Mittling, preuve à l'appui avec des SMS, m'envoie des SMS en me disant il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on discute, vous pouvez pas faire ça, mais il faut absolument que vous participiez justement à ces élections. Moi je refuse. Et là, il me demande d'échanger avec lui autour d'un café. Je dis pourquoi pas, on va échanger. Parce qu'il voulait me proposer d'être dans une espèce de table des acteurs. Ok, je comprends, vous êtes secrétaire général d'un syndicat. Je lui ai expliqué que moi, mes adhérents ne voulaient pas participer au vu de ces ordonnances. Enfin, de cette ordonnance d'abord, celle du 21 avril 2021. Et donc, il me dit, mais il faut absolument que enfin, vous êtes quand même un poids lourd du VTC, il faut absolument que vous soyez dans cette table-là. Et moi, je reçois un appel d'une personne en numéro masqué qui me dit, est-ce que tu es au courant que Bruno Mittling, via son cabinet conseil, donc Topix, a défendu les intérêts d'Uber? Là, je suis choqué. Je me dis non, je suis pas au courant de ça. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc, j'en parle à Jérôme Pimot du CLAP, donc, le représentant des livreurs, qui me dit ah, mais t'es pas au courant? Mais nous, on était au courant, c'est un tel qui nous l'a dit. Donc, une personne qui était à l'époque dans la table de la mission Froid. Je ne citerai pas son nom, vous demanderez aux collègues s'ils veulent la citer. En tout cas, cette personne voilà, nous a confirmé que oui, effectivement, Monsieur Bruno Mittling défendait les intérêts d'Uber. Tout le monde était au courant sauf moi. Je comprenais pas, je disais au moins qu'on me mette au courant. Oui, mais on pouvait pas parce qu'un tel nous a dit de pas dire. Enfin bref, donc du coup, on se demandait si la personne ne jouait pas sur les deux tables en même temps. Donc voilà. Là, bah, je dénonce tout ça auprès de l'humanité. Donc il y a quand même une confirmation, hein, sauf que la confirmation est détournée. Monsieur Bruno Mittling dit qu'il n'a pas été salarié d'Uber. On n'a jamais dit qu'il a été salarié. On a dit qu'il a fait une prestation pour Uber via son cabinet conseil. Donc ça, pour moi, c'est une confirmation. Le problème, c'est que ils insistent malgré ce fameux taux de participation, puisqu'à l'époque, on parlait de 5%. Pour valider ces élections minimum, ils ont quand même continué à les valider, même s'il n'y avait que 2% de taux de participation. Donc j'ai bien compris qu'en fait, ils voulaient absolument mettre en place cette autorité. Et moi, au fur et à mesure, qu'est-ce que j'en pense? Le regard que je porte, c'est tout simplement que quand on a une autorité qui est mise en place et que dans cette autorité, elle est gérée par un président qui n'est autre qu'un lobbyiste d'Uber, disons-le clairement, et qui aujourd'hui insiste pour dialoguer et mettre en place un tarif minimum, là, on le voit, là, ça a été très très vite. Pourquoi ils n'ont pas attendu la décision de justice au Conseil des prud'hommes? Je rappelle que Mehdi Mejri, qui est le président de la CIL, et qui fait partie de cette autorité, donc, qui fait partie de ce dialogue social, leur a dit, mais attendez, vous vous pressez tout de suite à vouloir mettre en place un tarif minimum. Attendons de savoir ce qui va se passer au Conseil des prud'hommes. Ils ont fait ça juste avant la décision, donc on voit bien que tout est biaisé. Le tarif minimum, il n'y a pas eu de concertation puisque ça a été limite imposé. Hein, la plupart des structures étaient contre, mais de l'autre côté, ils ont mis des structures pro-Uber. J'appelle ça quand même des syndicats jeunes qui n'ont aucune représentation. Il suffit de voir les résultats pour comprendre donc, la supercherie de ce dialogue social. Donc moi, tout ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, on a un président à la tête de cette autorité qui n'a pas déclaré son activité de lobbying, alors sachant que la loi Sapin 2 le dit clairement. Donc moi, j'ai été vérifié auprès de la Haute Autorité de la Transparence et de la Vie Publique pour savoir si ça a été fait. Ça n'a pas été fait. Donc, il y a un gros problème puisque ce monsieur-là décide, et je le dis clairement, des directives, consulte, échange, dialogue, sachant qu'il est un lobbyiste d'Uber. Donc le regard que j'ai, c'est qu'on a monté de toutes pièces une autorité avec un agent public à la solde d'Uber, et cette autorité n'a pour but que d'éliminer le faisceau d'indices qui permet la requalification donc des futurs chauffeurs qui souhaitent tout simplement saisir le Conseil des prud'hommes. Donc c'est de mettre des difficultés, on le voit bien au Conseil des prud'hommes,
c'est très très difficile à chaque fois de montrer les liens de subordination, puisque de l'autre côté, Uber amène des arguments, et ces arguments sont repris donc, dans cette autorité. Euh, Concernant, donc je disais, je ne vais pas revenir sur la mission Froid, mais oui, effectivement, on était sur la voie de la présomption de salariat. Donc la présomption de salariat, ce n'est pas encore une fois de requalifier tous les travailleurs indépendants en salariés. Non, c'est de dire qu'à un moment, et comme la directive européenne le dit clairement, que si à un moment, ben, il y a des faits sonadis qui montrent que ces travailleurs sont subordonnés, ce n'est plus donc une relation commerciale, mais c'est un modèle salarial. Et c'est tout ce qu'on dit à chaque fois. Donc du coup, sur la mission Froid, le travail a été fait. Et on a stoppé cette mission parce que ça n'allait pas aller dans le sens, et disons clairement, de Madame Borne. Sachant qu'à chaque fois, j'ai envoyé des rapports pour expliquer toutes les incohérences qu'on voyait dans les conditions générales de la plateforme Uber. On n'a jamais répondu à mes sollicitations. Sur les données personnelles, c'est hyper important cette question-là. Les données personnelles, aujourd'hui, on parle souvent de tarif minimum, mais on ne parle pas des conditions d'attribution d'une course. Vous avez des chauffeurs qui reçoivent une course par heure et d'autres 5 courses, sachant qu'ils sont dans la même zone géographique. Aujourd'hui, on collecte des données pour matcher des profils. Vous êtes tatillon sur la propreté, on va vous mettre avec un chauffeur tatillon sur la propreté. Alors oui, c'est merveilleux, parce que ça va satisfaire les besoins des clients, mais de l'autre côté, ça met en difficulté des travailleurs. On leur a fait croire à cette fable où ils étaient indépendants et que voilà, il n'y aurait pas de concurrence malsaine entre chauffeurs, et finalement on les met en concurrence. Et ces données-là ont pour but aussi de surveiller. J'ai été effrayé, moi, de voir par exemple la plateforme Hitch, lorsque je l'ai questionné, me dire oui, il y a des possibilités d'espionnage. De savoir par exemple tel chauffeur, avec qui il est, quel groupe, de les identifier, il y a une classification des travailleurs. Et aujourd'hui, ils en ont peur. C'est pour ça qu'on voit de moins en moins de manifestants à nos côtés. Parce que Uber utilise ces données pour mettre en place une répression contre les travailleurs. Moi, vous allez me dire, ouais, mais vous me parlez d'un film d'espionnage, ou limite, on est dans James Bond. Oui, on est dedans. Je vous rappelle que j'ai consulté les documents Uberfile, et dans les documents Uberfile que j'ai en ma possession, dans un résumé, ils disent clairement, donc en 2015, que ça serait bien justement de collecter toutes les données, le portefeuille contact des utilisateurs et tout ça. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les responsables de la plateforme Uber. Malgré qu'ils disent clairement dans ces mails que bah, c'est pas cool, c'est comme ça qu'ils le disent, parce que bah, c'est enfreindre le RGPD. Donc voilà, et ils le font quand même. Donc déjà 2015, on est en 2023, ils en parlaient déjà. Je vous rappelle aussi que dernièrement, donc moi j'ai été auditionné le 25 octobre 2022 à Bruxelles. Il y avait une commission sur les pratiques d'Uber. Madame Zuzana donc Poussikova, donc qui est la directrice politique Europe d'Uber, a menti devant tous les députés en vidéo. On lui a posé une question, on lui a dit est-ce que Uber collecte des données? Elle a dit devant tous les députés qui étaient sur place, non, Uber ne collecte plus de données. C'est quand même culotté de mentir comme ça devant tout le monde. Comment peut-on croire à une plateforme qui ment devant des députés? Alors moi, le lendemain, je décide de faire un rapport, c'est-à-dire dans une plateforme qui me permet de savoir si oui ou non il y a encore des collectes de données, qui est Exodus Privacy. Et je vois qu'en fait, non, ils continuent à collecter des données. D'ailleurs, il suffit de comprendre le modèle d'Uber pour comprendre que sans données, la plateforme ne fonctionne pas, quoi. Donc c'est quand même culotté de dire devant tous les députés européens, non, on ne collecte plus de données. Comment ils font alors dans ce cas-là? Pour géolocaliser les chauffeurs, pour mettre en place une tarification, enfin il faudrait m'expliquer par quel miracle. Et ça, je vous rappelle que c'est en vidéo disponible, hein. Donc vous avez donc la date, je vous la redonne, c'était le 25 octobre 2022. Et c'est à la fin de cette audition qu'elle dit clairement devant tous les députés, non, Uber ne collecte plus de données. Donc comment croire excusez-moi, hein, à cette plateforme qui derrière vous invente des choses pour se dédouaner de ses obligations. Et pourquoi je vous dis obligation? Je vous rappelle qu'ils ont l'obligation de respecter notre vie privée. Nous, on a saisi la CNIL, il y en a 5 plaintes. La première,
c'est sur le fait qu'on ne peut pas récupérer nos données. Qu'au début, quand on a essayé de récupérer nos données, on nous a dit mais vous demandez des choses qui n'existent pas. Et au fur et à mesure du temps, ces choses qui n'existent pas apparaissent lorsqu'on demande nos données, avec beaucoup de difficultés et pas l'intégralité de nos données. La deuxième des plaintes, c'est les conditions générales où on vous déconnecte, comme je vous ai dit, sans justification, sans préavis. Et en plus de ça, il y a des menaces, c'est-à-dire dans les conditions générales, au mois de juillet, alors il me semble que c'est la même année, hein, où ils disent que si vous êtes déconnecté de la plateforme Uber, vous ne pourrez plus accéder à vos données. Ce qui est totalement illégal. Et en plus de ça, on est obligé de signer électroniquement un consentement pour qu'Uber puisse transférer nos données à des sociétés partenaires, les revendre, enfin peu importe, si on ne peut pas. Si on ne veut pas, enfin excusez-moi, mais si on ne signe pas électroniquement ça, on ne peut pas accéder à la plateforme Uber. Donc ça, c'est hyper important de le dire. Donc ça, c'est la deuxième plainte. Après, la troisième, c'est le fait, encore une fois, de bloquer nos données personnelles en Europe. Donc on appelle ça le Privacy Shield. La quatrième, c'est l'article 22 du RGPD sur le fait qu'ils utilisent un système automatisé, entièrement automatisé pour déconnecter des comptes et c'est totalement illégal. Puisque je rappelle que le semi-automatique est autorisé lorsqu'il y a une main humaine derrière de l'autre côté pour traiter justement du cas avant de la déconnecter, mais ce n'est pas le cas chez Uber. Et la cinquième, c'est encore une fois les données qui ont été transmises par exemple à l'OCDE dernièrement et à Ipsos sans notre consentement. Donc encore une fois, Uber viole toutes les règles du RGPD. Moi, ce que je vous dis honnêtement aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société d'espionnage. C'est pas une société de transport. C'est une société qui espionne tous ses utilisateurs. Vous vous rendez pas compte dans quel monde on est avec Uber. C'est-à-dire qu'Uber pourrait mettre la pression sur n'importe quel d'entre nous. Il suffirait de collecter des données comme les mails, des SMS, des choses très compromettantes pour mettre pression. Donc ça, ce sont des pratiques d'Uber. Donc aujourd'hui, moi, je suis là pour être quelqu'un qui veut tout simplement protéger notre vie. Notre vie privée est importante. Celle des utilisateurs, celle des chauffeurs, des travailleurs, n'importe qui, d'accord, a le droit d'être protégé. Donc, je le redis, les conséquences du fait de ne pas réguler, de laisser Uber collecter illégalement des données et de mettre la pression ou de faire un chantage avec ça, dans quel monde on vit? Voilà. Très bien, je vous remercie. Juste pour revenir au début, est-ce que vous étiez déjà VTC avant de l'installation d'Uber ou vous avez créé quand votre auto-entreprise? Alors, moi, j'ai été VTC en 2016, exactement pour vous donner. D'accord. Donc Voilà. vous êtes J'ai travaillé, vous êtes directement travaillé pour Uber? j'ai travaillé donc du coup avec à l'époque ce qu'on appelait un capacitaire, Mhm. d'accord. Et après de ça, je suis devenu indépendant à mon propre compte. Très bien. Voilà. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de la concurrence entre VTC et taxi et voilà, quel est votre avis sur cette question-là? Enfin, est-ce que vous avez un avis sur Bien sûr que j'ai un avis. Aujourd'hui, il y a une concurrence malsaine. C'est-à-dire que vous avez des taxis, comme à l'époque, il y avait la grande remise, parce que, encore une fois, c'est le député Novelli hein, qui a changé ce statut de grande remise en statut de VTC. Et c'était encore une fois pour introduire Uber. Donc, à l'époque, il y avait une cohabitation saine entre deux acteurs. Mais Uber est venu justement pratiquer des prix low cost. Et ils ont utilisé, excusez-moi, des personnes issues des quartiers populaires en vendant tout simplement une fable. Et dans cette fable-là, c'était vous allez devenir votre propre patron avec une grosse berline, indépendant, et j'en passe. Sauf que la plupart d'entre eux se sont retrouvés endettés même à ce jour, puisqu'à l'époque, Uber vous demandait un véhicule. Parce que ça a changé. À l'époque, on vous demandait cette fameuse Mercedes, des grosses berlines. Il y avait des critères chez Uber. On vous envoyait justement chez Mercedes et j'en passe, avoir ce type de véhicule. Et de l'autre côté, on vous disait, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir rembourser votre emprunt très très vite. Sauf que c'est pas vrai. La plupart se sont endettés. Dans cette concurrence, malheureusement, les taxis se sont retrouvés entre le marteau et l'enclume. Disons-le clairement. De l'autre côté, un gouvernement qui ne voulait pas réguler et une plateforme qui revoyait à chaque fois les prix à la baisse. Donc,
C'est pour moi, et ça continue, c'est une concurrence malsaine. Pour vous dire pourquoi. Parce qu'on fait croire aujourd'hui qu'on écoute les taxis avec l'introduction des taxis au sein des plateformes numériques, mais c'est pas vrai. C'est comme ils ont vu que finalement, le fait de travailler avec des VTC qui ne cessent de ternir l'image, parce que c'est eux-mêmes, ce ne sont pas les VTC qui ternissent l'image d'Uber, mais bien Uber qui, justement, ne vérifie pas les profils de ces chauffeurs-là. Puisque aujourd'hui, je vous rappelle que l'article 2 de la loi Grand-Guillaume, si on l'avait appliqué, on saurait exactement le nombre de chauffeurs. Et je vous rappelle que dernièrement, sur RMC, j'ai quand même démantelé un réseau de plus de 8000 faux chauffeurs qui travaillent chez Uber. Expliquez-moi comment se fait-il que 8000 faux chauffeurs travaillent chez Uber avec des cartes professionnelles, tout un réseau. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en tant que syndicaliste, je risque ma vie chaque jour et qu'on fait rien? Et que de l'autre côté, celui qui gère ce réseau envoie bouler, excusez-moi, les journalistes ainsi que moi-même le syndicaliste en disant mais vous inquiétez pas, vous êtes des pauvres clowns, je vais refaire un autre réseau et ça va continuer. Donc aujourd'hui on fait quoi? On laisse une plateforme utiliser des pauvres malheureux qui risquent, je vous le dis, qui risquent des sanctions en justice parce que ils exercent illégalement la profession de taxi pour certains d'entre eux. Quand je parle des faux chauffeurs, on les utilise parce que il y a beaucoup de chauffeurs, vrais chauffeurs VTC, qui ne veulent plus être VTC, qui passent pour certains taxis, parce qu'ils ont vu que c'était plus rentable et qui se disent bah, je préfère être taxi, et là je serai réellement indépendant. D'accord? Et des chauffeurs VTC qui s'accrochent et qui essayent, qui se disent je vais m'accrocher, mais finalement qui arrêtent la profession. Qui arrêtent parce que ben, ils sont endettés jusqu'au cou. Donc aujourd'hui, oui, il y a une concurrence malsaine. Malsaine, pourquoi j'emploie le terme malsain? Parce que quand vous faites appel à des faux chauffeurs, qui pour certains ont des casiers judiciaires très lourds, où on voit des femmes se faire violer, et de l'autre côté, excusez-moi, mais il faut dire clairement les choses, des femmes qui se font violer, et je le redis, des personnes qui se font agresser physiquement et verbalement, et qu'on a banalisé tout ça, ou qu'on a traité de menteuses celles qui se sont fait violer. C'est-à-dire Uber a dit qu'elle mentait au début, avant le mouvement Uber s'est ouvert. Et que de l'autre côté, il y a des amalgames et que de pauvres chauffeurs VTC subissent tout ça parce que vous ne voulez pas, excusez-moi, mais le gouvernement ne veut pas réguler. Oui, c'est une concurrence malsaine. Voilà. Vous êtes à l'origine de la création d'une société coopérative d'intérêt collectif qui représente 500 chauffeurs privés, si mes informations sont bonnes, qui vise, d'après les informations que j'ai, à vous émanciper des plateformes, qui est soutenue par le département de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre modèle économique, enfin, comment fonctionne un petit peu cette société coopérative et comment elle se développe au jour d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, concernant la coopérative, on avait créé cette coopérative. Effectivement, le but c'était de s'émanciper de la plateforme Uber, des plateformes numériques, parce qu'on voulait reprendre le pouvoir. Donc, avec mes camarades, on s'est dit en fait, à chaque fois on se mobilise, mais on ne crée rien derrière. De l'autre côté, il nous faut quelque chose, une alternative, une sortie. Et donc, à ce moment-là, créer la coopérisation contre l'ubérisation. La coopérisation, c'est mutualiser nos services, c'est de travailler ensemble et de créer une société avec des valeurs éthiques. Donc là, on a créé, il y avait deux modèles, celui de M. Jean-Yves Froid qui proposait la CAE, donc coopérative d'activité d'emploi. Et de l'autre côté, moi j'étais plutôt sur une coopérative de type SIC, parce qu'on voulait travailler avec les collectivités. Parce qu'on voulait tout simplement que les collectivités travaillent directement avec des coopératives, au lieu de travailler avec des plateformes numériques. D'ailleurs, le président du département du 93 nous a dit à l'époque que lorsqu'ils avaient sollicité Uber, à l'époque, quand Uber était entré et qu'il commençait à démarcher des jeunes des quartiers populaires du 93, le département leur a proposé justement le marché des personnes en situation de handicap, des seniors. Uber a refusé. Donc nous, on a dit, on est capable de prendre des personnes sans distinction, qu'ils soient handicapés, ou que ce soit des seniors, peu importe. On n'a pas à faire de distinction dans le transport des personnes. Donc c'est pour ça que nous, dès le début, on a voulu travailler avec des collectivités, parce que ces collectivités ont des marchés, parce que ces collectivités peuvent nous apporter un soutien financier. Et c'est pour ça qu'on voulait aller sur une coopérative de type SIC. Et la deuxième raison aussi, c'est que
tout le monde voulait rester indépendant, mais avec des vraies règles d'indépendance. Pas celles qui sont imposées par les plateformes numériques, pas celles qui sont décidées par les plateformes. Donc du coup, on a voulu créer une démocratie. Parce que Uber, c'est antidémocratique. Ils discutent tout seuls, les décisions sont unilatérales. Malgré nos sollicitations, on nous renvoie toujours à l'entité Uber San Francisco. Donc voilà. Donc la coopérative, comment elle fonctionne? Donc vous avez des personnes qui vont devenir sociétaires en payant justement leur part sociale. Ça leur permet de décider, de pouvoir voter, de choisir l'orientation de la coopérative. On appelle ça la vie coopérative. Et de participer justement à développer leur entreprise. Et pas être sous tutelle comme les plateformes numériques. Effectivement, on rencontre un succès. On a de plus en plus de personnes qui souhaitent rejoindre la coopérative. Mais on ne peut pas nous amener, par exemple là dernièrement, on a quand même 5000 chauffeurs qui veulent rejoindre. Mais comment voulez-vous introduire 5000 chauffeurs si derrière vous n'avez pas le marché suffisant? Si vous n'avez pas de marché, qu'est-ce que vous allez promettre? Alors du coup, nous, on essaye d'aller démarcher. On essaye d'avoir ce soutien des collectivités, puisque je vous rappelle qu'elles ont des propres marchés. D'ailleurs, on a candidaté pour les Jeux Olympiques. Mais c'est très difficile, parce que dans notre coopérative, la première difficulté qu'on a, c'est des chauffeurs qui ne sont pas formés. Beaucoup d'entre eux ne sont pas formés à la gestion d'entreprise, ne sont pas formés à être des chauffeurs. Il faut dire clairement les choses. Vous avez ceux qui ont une formation et d'autres qui n'ont pas de formation. Je vous rappelle qu'il y a des chauffeurs qui ont eu leur carte professionnelle par équivalence ou via la fraude, disons-le clairement. Moi, j'ai des chauffeurs qui m'ont dit « Ouais, j'ai acheté ma carte ». Vous voyez? Donc, du coup, on a des chauffeurs qui, aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas formés ou d'autres qui utilisent la fraude. Et nous, on ne veut pas avoir ce type de chauffeur. C'est pour ça que nous, à chaque fois, c'est vrai que c'est très long d'amener un sociétaire au sein de notre coopérative, mais on a un process de vérification qui dure 1 mois avant d'accepter un profil. Alors qu'Uber, de l'autre côté, en moins de 24 heures, vous êtes chauffeur Uber. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a quand même des règles à respecter qui sont régies par le code des transports. On les respecte, Uber ne les respecte pas. Donc nous, au sein de notre coopérative, on veut tout simplement accompagner les chauffeurs à se former, à revenir à l'essence de notre profession, qui est la grande remise. Parce que c'est un art, monsieur. Monsieur le Président, c'est un art. Le transport de personnes, c'est pas juste d'aller sur son smartphone, d'accepter et refuser une course. Je vous rappelle que nous sommes rattachés à la CMA, que c'est une profession qui exige du professionnalisme et qu'on ne peut pas transporter comme ça des clients si on n'a pas un savoir-faire. Et surtout en France, c'est comme, vous savez, on est très fiers de la baguette française. On en parle dans le monde, mais vous savez que dans le transport, nous sommes connus aussi pour ce prestige-là. Et que Uber a cassé ce prestige. Et je posais dernièrement la question au ministère des Transports, une question très simple, en leur demandant qui utilise Uber. Vous savez que la plupart d'entre eux m'ont fait des grimaces. Parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas un service sécurisé, que c'est un service low cost. Et que c'est rare de tomber sur de vrais chauffeurs professionnels. Parce qu'il y a ceux qui en ont ras-le-bol, et je les comprends, qui se disent mais pourquoi je vais m'emmerder moi à mettre une cravate, une chemise, un costume, et que derrière je suis mal payé. Pourquoi? Donc il y en a beaucoup comme ça. Ils abandonnent, ils se disent bon je vais encore travailler un an, voire 2 ans, et je vais peut-être arrêter, voilà. Mais nous on veut leur donner l'espoir à travers cette coopérative d'avoir un vrai tarif. Négocier ensemble, vous voyez, d'avoir une vraie indépendance. Et donc la coopérative a pour but de s'émanciper. D'accord. Du coup, quelles seraient ou quelles sont les règles à l'intérieur de votre coopérative par rapport à ce qui se fait chez Uber? Et du coup, où en est votre projet? Est-ce que vous avez une plateforme de réservation? Où est-ce que vous en êtes dans le projet? Merci. Si on part, on va faire une différence entre les déconnexions abusives d'Uber et nos déconnexions. Si on peut parler de déconnexion, pour l'instant, on ne peut pas en parler parce qu'on n'a pas encore une plateforme de mise en relation. Mais on espère qu'elle puisse voir le jour en septembre 2023, parce que ça coûte une plateforme numérique. Il faut la financer. Et pour l'instant, on s'autofinance. On n'a pas de subvention, 0 subvention, à part une entrée au capital du département du 93. Nous n'avons eu aucun soutien. Donc, on s'aide mutuellement, on s'autofinance nous-mêmes. Ce qui a été décidé
par voie démocratique, c'est qu'on n'est pas là pour déconnecter les chauffeurs. Ce qu'on veut, c'est tout simplement de mettre une commission avec un permis à points. Quand les personnes perdent ces points-là parce qu'il y a eu des remontées clients ou il y a eu des manquements de la part de ces chauffeurs, c'est tout simplement de les remettre en formation, de justement de combler les lacunes et de leur dire, bah, il y a ça qui va pas, ça qui va pas. On te propose via notre siège social de revoir ces points pour améliorer sa prestation. On n'est pas là pour mettre fin à une activité. À part, effectivement, si on a des remontées très graves où il faut déconnecter des agressions sexuelles et verbales, je vous rappelle encore une fois qu'il y a la présomption d'innocence, hein. Donc on n'est pas là pour, encore une fois, faire la justice ou faire une enquête autour de tout ça. Nous, on attendra donc derrière une décision, si est-ce qu'il y a une plainte derrière et tout ça. Enfin, il y a un process qui se met en place. Mais ces choses-là ont été décidées par les sociétaires. C'est-à-dire que je ne suis pas propriétaire. Nous sommes tous propriétaires de notre entreprise. Même si je suis PDG, je peux à tout moment, on peut mettre fin à ma mission. On peut considérer que je ne suis plus un bon PDG. D'ailleurs, ce poste-là, je l'ai pris parce que on m'a un peu forcé à y aller. On m'a dit le temps de mettre tout ça en place. Et parce qu'il n'y avait personne justement pour mettre en place une telle coopérative et c'était très difficile. Je vous ai dit le manque de soutien. Donc aujourd'hui, toutes ces choses-là sont décidées ensemble par tous les sociétaires, par voie démocratique. C'est un système de vote. À chaque fois qu'on met quelque chose en place, il est décidé. Même si, encore une fois, dans le modèle de coopérative, vous le savez, Monsieur le Président, je ne suis pas obligé à chaque fois d'aller solliciter les sociétaires parce que j'ai une mission en tant que PDG, je ne suis pas obligé de le faire. Mais nous avons décidé de le faire ensemble parce que ça permet justement aux chauffeurs de contribuer et d'être intéressés. Voilà. Madame la rapporteure, vous avez une question? Oui, merci, Monsieur le Président. Votre modèle de coopérative, de sociétaire, leur permet de pouvoir codéfinir la logique des tarifs. Néanmoins, dans un secteur du transport du T3P qui est soumis à des réglementations et où nous ne sommes pas dans la même situation juridique qu'auparavant lorsqu'il y avait deux professions, la profession de taxi d'un côté, la profession grande remise de l'autre. Néanmoins, si on lit la législation qui est en vigueur, même si hélas elle ne s'applique pas, normalement la maraude électronique devrait être réservée aux taxis. Est-ce que dans votre modèle coopératif, est-ce que du coup vous serez sur la base de réservation préalable? Voilà, j'avais une première question là-dessus. Et ensuite, je reprendrai la parole pour vous poser d'autres questions qui reviennent un petit peu sur la question de la harpe, même si vous m'avez répondu tout à l'heure. Alors du coup, je vous confirme, et c'est sur notre site internet, que nous sommes sur un modèle de réservation et de mise à disposition. Donc on revient à l'essence de notre profession. C'est tout à fait viable, puisque aujourd'hui il y a des groupes de chauffeurs qui s'organisent sur les réseaux sociaux et qui travaillent comme ça, sous réservation ou via la mise à disposition. Donc notre modèle ne s'apparente pas du tout à la plateforme Uber. Nous sommes très respectueux des lois et je rappelle que la loi de Thévenoud l'interdit. Il faut une réservation au préalable de 15 minutes. Et la maraude, comme vous le dites, n'est que pour les taxis. Et la maraude électronique est encore de vigueur chez les plateformes numériques. Je ne cesse de le dire au ministère des Transports. Il y a une incitation à la maraude électronique. Il y a une incitation... Oui, c'est la loi Thévenoud. Donc il y a une incitation à la maraude électronique. Donc quand on dit à des chauffeurs, je prends un exemple très simple, et c'est condamnable quand même, puisque je vous rappelle, je suis représentant, mais je suis aussi donc membre de la commission disciplinaire T3P à Lille. Beaucoup de chauffeurs ne savent pas ce que c'est qu'une maraude électronique, sont dans l'incompréhension, se font sanctionner, et d'autres me disent, mais attendez, monsieur Ben Ali, moi, j'ai reçu une notification d'Uber qui me dit, de telle heure à telle heure, allez dans tel endroit. Comme par exemple l'événement, la Fashion Week ou d'autres événements. Hein. Ou alors quand vous avez une panne de métro, c'est Uber qui va envoyer des notifications
aux chauffeurs pour aller à tel endroit. Donc c'est une incitation à la maraude électronique, pour répondre à votre question. Je vous remercie de votre réponse précise, parce que bien souvent dans le dossier Uber, lorsque l'on parle de l'intervention d'Uber dans son développement se faisant de manière illégale, on pense à l'appli Uber Pop. Or, y compris en dehors d'Uber Pop, on se retrouve confronté à des pratiques illégales, et donc c'est important de le rappeler. Je voulais revenir sur la harpe. Lorsque Madame Elisabeth Borne, alors ministre du Travail, décide de faire la harpe, est-ce qu'elle elle attend les conclusions du rapport de la mission Frein, ou est-ce qu'elle procède autrement? Voilà comment les choses se mettent en place, puisqu'il y a un certain paradoxe, parce que la harpe était censée, l'autorité de régulation est une conséquence de la mission Frein, mais on a l'impression que la mission Frein pouvait s'orienter sur d'autres conclusions. Est-ce que d'autres personnalités sont intervenues à ce moment-là? Écoutez, il y a eu des bruits de couloir. Les bruits de couloir, c'était la mission Frein n'allait pas en faveur des attentes de Madame Borne. C'est pour ça que nous avions décidé de faire une tribune qui s'appelle Sauver le soldat Frein. Et ça a été très vite balayé par Madame Borne, parce que elle voulait pas du tout d'une présomption de salariat. Et même le modèle des coopératives de type CAE était un danger. Donc quand elle a entendu tout ça, oui, il y a eu des forces qui se sont organisées, et un nom a émergé. Je ne connaissais pas ce monsieur. Je l'ai rencontré lorsqu'il y a eu justement la première mission qu'on a appelée Bruno Mittling. Mais c'est quand même dingue d'avoir balayé ça en moins de 15 jours. C'est-à-dire que déjà, ils n'ont pas attendu effectivement donc, le rapport de la mission Frein. À ce moment-là, ça commençait à se mobiliser. Non, mais ça va pas aller, il faut qu'on aille sur un autre truc. Et quand il y a eu justement donc, les conclusions, ça s'est empiré. En moins d'un mois, on a vu émerger ce fameux Bruno Mittling. Et après, au fur et à mesure du temps, j'ai appris que ce monsieur défendait les intérêts de la plateforme Uber lors de la mission Frein. Comment un tel personnage se retrouve à la tête d'une autorité sociale alors qu'il est de l'autre côté du camp? Comment on peut, excusez-moi, mettre un médiateur qui a défendu les intérêts d'Uber et qui devient médiateur de toutes les parties prenantes? Elle est là la question aujourd'hui. Est-ce que d'autres personnalités ont pu jouer un rôle? Est-ce qu'il y a des think tanks qui ont été sollicités? Excusez-moi, madame la rapporteure, j'ai pas entendu. Il y a d'autres personnalités qui ont pu jouer un rôle? Est-ce qu'il y a des think tanks qui ont été sollicités Écoutez, à ma connaissance, je n'ai pas entendu d'autres personnalités. La seule personne que j'ai entendue, effectivement, c'était donc une personne, je vais la citer, qui est Odile Chani. Odile Chani, c'était la personne qui était essayée de chapeauter une voie de secours où elle voulait que les chauffeurs puissent rester de réels indépendants. Elle s'est battue jusqu'au bout pour que cette mission Frein puisse justement du coup nous trouver une réelle solution, et elle a été agacée puisqu'elle faisait partie de cette mission Frein. Elle a été agacée de voir que finalement on part de la mission Frein vers un nouvel objectif où on ne savait pas où on allait nous amener. Donc du coup c'était un peu compliqué, mais après j'ai pas eu d'autres noms. Je ne sais pas qui, malheureusement. Alors, mille excuses si vous avez déjà parlé de ça tout à l'heure. On a parlé, lorsqu'on a auditionné le consortium de journalistes, on a aussi, enfin on a parlé énormément de choses, mais on a parlé notamment aussi des problématiques d'évasion fiscale. De manière complémentaire à ces sujets-là, d'un point de vue fiscal, j'aurais voulu vous entendre nous exposer les enjeux concernant la TVA, par exemple. Comment ça se passe, la TVA, les responsabilités de la plateforme et du chauffeur dans le règlement de la TVA? Est-ce qu'il y a des choses à dire à ce sujet? Voilà. Est-ce que vous avez aussi d'autres
éléments à ajouter d'un point de vue fiscal, en fait, comment le modèle fonctionne et les conséquences pour l'État français. Et si vous voulez, par ailleurs, même si nous avons déjà abordé précédemment tout à l'heure la question de l'évasion fiscale, si vous souhaitez intervenir à ce sujet. C'était vous en êtes tout à l'optimisation fait fiscale tout à l'heure. Comment? Pour être précis, c'était l'optimisation fiscale. Si j'ai Oui, bien compris. pardon, l'optimisation fiscale. Je vais vous parler tout simplement d'un scandale, hein, puisqu'on a saisi un avocat spécialisé, donc un avocat fiscaliste, hein, justement pour réclamer le remboursement de la TVA. Alors, je vais vous rappeler une décision, hein, de la Cour de justice européenne en 2017 avec l'arrêt donc Taxi Elite. Donc, Taxi Elite saisit la Cour de justice européenne pour dire que c'est pas une plateforme d'intermédiation, mais bien une société de transport. Tous les éléments indiquent que finalement, dans cette décision, oui, c'est une société de transport. Et donc, libre aux États membres de la requalifier comme telle. La France a choisi justement de la laisser en plateforme d'intermédiation. Donc, Cour de justice européenne 2017, l'arrêt Taxi Elite. À ce moment-là, beaucoup de chauffeurs ne comprennent pas. Ils disent, mais attendez, c'est une société de transport. En plus, on est subordonné, on ne décide de rien. Pourquoi on doit payer une TVA sur la commission d'Uber? Moi, on me prend 25% sur une course. Alors, je vais vous simplifier parce que des fois, au ministère des Transports, on me dit, ouais, mais c'est un peu compliqué ces sujets-là. Très simplement, oui, on a donné l'autorisation à la plateforme Uber de facturer en notre nom, au nom de notre société. Sauf que quand on a donné cette autorisation-là, on pensait qu'ils allaient se comporter comme une plateforme comme Doctolib. C'est-à-dire une plateforme d'intermédiation. On me met en contact avec le client, je décide de mon prix, enfin bref, des règles qui sont définies entre la plateforme Uber et moi, sauf qu'elles n'ont jamais été définies entre nous, puisque c'est Uber qui les impose. Là, à ce moment-là, en fait, donc du coup, sur une course à 10 euros, moi je perçois 7,50 € puisqu'on m'enlève 25%. Et donc du coup, Uber prend 2,50 €, sauf que je dois m'acquitter donc du coup d'une TVA sur les 2,50 € qu'Uber prélève. Alors, on s'en réfère à la loi, hein. Je vous rappelle que vous soyez en société ou en auto-entrepreneur, peu importe. Donc, en auto-entrepreneur, vous êtes assujetti de la TVA si vous ne dépassez pas 32 900 €. Mais quand vous êtes en société, vous devez vous acquitter de la TVA sur le brut, pas sur le net perçu. Le problème, je veux bien entendre cet argument, ce que je disais au ministère des Finances, mais ça ne fonctionne pas. Il y a un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020 qui dit que il considère que le chauffeur n'est pas un indépendant, qu'il est présumé salarié. Donc si on part de cet arrêt de la Cour de cassation, on peut dire que finalement, déjà de 1, le chauffeur est considéré salarié et ne devrait même pas payer de TVA. Que ce soit sur les 25% ou les 75%, sur la totalité. Et c'est sur ce constat-là qu'on part, puisque le 25 janvier 2023, on a encore un arrêt de la Cour de cassation de Lyon qui confirme cette jurisprudence. Donc, on va attendre combien d'arrêts de la Cour de cassation pour confirmer que finalement, et d'ailleurs la directive européenne va dans ce sens, en espérant que le texte final soit voté, mais on parle aussi de présomption de salariat. Donc on a tous les éléments qui disent aujourd'hui que ce ne sont pas des indépendants. Maintenant, sur cette histoire de TVA, Uber va vous dire, oui mais attendez, moi je suis donc aux Pays-Bas, Uber BV Amsterdam, donc moi j'ai pas de siège social, enfin c'est pas le siège social en France ne s'occupe pas de ça. C'est Uber BV Amsterdam, c'est à vous d'auto-liquider la TVA. Waouh. Donc du coup, moi, je dois payer l'intégralité, même sur 25% de commission. Et en gros, c'est à moi de déclarer tout ça au centre des impôts. Sauf que, attendez, au centre des impôts, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous avez ceux qui vous disent, non, il faut déclarer le net, parce qu'on connaît donc les conditions de travail, on sait comment ça se passe chez Uber. Donc il y a des chauffeurs aujourd'hui qui ne déclarent que le net perçu sans la commission d'Uber, et d'autres qui disent ah non, mais attendez, hein, nous on s'en réfère à la loi, hein, vous allez déclarer les 100%, c'est-à-dire la facture. C'est votre société qui facture le client, donc du coup vous devez payer l'intégralité. Alors c'est un manque à gagner pour le chauffeur, mais pour le gouvernement. Eh bien oui, parce que c'est qui paye cette TVA? Si Uber ne la paye pas, qui va la payer? Donc aujourd'hui c'était un manque à gagner. Donc aujourd'hui on est dans un vrai dilemme, et nous ce dilemme, on a décidé justement de saisir donc déjà un avocat fiscaliste pour dire non, il est hors de question que voilà, on ait à payer cette TVA. On va demander le remboursement de l'intégralité de la TVA, puisqu'aujourd'hui tous les éléments, et dont je félicite mes camarades de l'association ASIL, puisque mon chauffeur et d'autres chauffeurs lillois faisaient partie de la vague, les Lyonnais,
sont partis en masse et ont obtenu une décision historique, il faut le dire clairement. Et le Conseil des prud'hommes de Lyon s'est réellement mouillé. Contrairement à Paris, où on rencontre des difficultés. Je vous le dis honnêtement, à Paris, on est scandalisé par la tournure des événements. Ça prend du temps, ça renvoie en appel, on a un ascenseur judiciaire, c'est incroyable. On se retrouve au deuxième étage pour se retrouver au moins deux. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est incompréhensible? Donc aujourd'hui, on a quand même un conseil des prud'hommes. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a le tribunal d'appel encore qui doit statuer à Lyon. Mais je vous rappelle qu'il y a tellement d'éléments aujourd'hui qui prouvent que nous sommes salariés et pas indépendants, que c'est logique qu'on demande le remboursement de la TVA. Donc c'est de l'optimisation fiscale parce qu'aujourd'hui, bah, ils payent ni... Alors attendez, on parle de ça, mais aussi il faut parler des impôts. Le 1,6 million d'euros d'impôts qu'ils payent. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est scandaleux sur le chiffre d'affaires généré. Je vous rappelle que Paris, d'accord, était le deuxième plus grand marché en Europe lorsqu'il y avait encore l'Angleterre dans l'Union européenne. C'est 2,6 millions de trajets en Île-de-France, semaine. 2, alors je vais le redire parce que je sais que ce chiffre est très important. 2,6 millions de trajets semaine en Île-de-France. Et ce chiffre a augmenté encore. Parce qu'on a eu ces chiffres-là par des personnes à l'intérieur d'Uber. Et d'ailleurs, Hitch nous a confirmé un chiffre et Teddy Pellerin a été transparent. Chez eux, c'est 450 000 à 750 000 trajets en Île-de-France semaine. Et ça, on l'a vu visuellement. Donc vous voyez la différence entre une plateforme française et une plateforme américaine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sonne l'alerte, il y a de l'optimisation fiscale. À gogo. Uber ne contribue pas aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on a sacrifié les obligations fiscales. Pourquoi? Pour soi-disant un emploi. C'est une histoire de courbe du chômage en fait. On essaye juste de montrer qu'on a abaissé la courbe de chômage, mais je vais terminer par ces mots-là, monsieur le président et madame la rapporteure. Moi j'ai des collègues qui sont morts très jeunes. Je rends un hommage à Samir, un de mes camarades qui m'est cher à mon cœur et qui est mort d'une crise cardiaque. Il rentre chez lui. Alors vous allez me dire, mais comment vous savez que c'est en rapport avec la plateforme Uber? Parce que tout simplement, il avait vu son médecin avant ça. Il se plaignait. Il disait qu'il était fatigué, qu'il était malade, qu'il ne se reposait pas assez. Il parlait de ses conditions à son médecin. C'est ses membres qui nous ont parlé de ça. Et de l'autre côté, il rentre chez lui, il se plaint d'une douleur à la poitrine et il en meurt. Je vais vous parler de Mohamed aussi, qui se lève le matin. À peine, il s'est reposé 2-3 heures. Il reprend le boulot parce qu'il n'a pas le choix. Ses créanciers n'attendent pas, vous savez. Hein. Et donc, du coup, il se fait écraser par un camion du côté de Disneyland, Marne-la-Vallée. Je peux vous parler de Serge aussi, à Toulouse, qui est mort aussi, d'un AVC. Ah ouais, on me dit, on n'en meurt pas. Oui, il est mort. Parce que malheureusement, il s'est retrouvé à bord de son véhicule tout seul. Pas de secours, rien. Et je peux vous parler de personnes. Il y a tellement de personnes qui meurent de cette profession. Alors, est-ce que on doit vivre de cette profession ou en mourir? Elle est là la question. Voilà. Rapporteur, d'autres questions? Votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ces témoignages. C'est extrêmement difficile de prendre la parole juste après vous. On comprend bien les conséquences extrêmement douloureuses que représentent ces disparitions successives et qui illustrent les terribles conditions de pénibilité de ce système de l'ubérisation. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Écoutez, je vais conclure. Effectivement, j'avais une dernière question par rapport à l'ensemble de votre intervention. Vous avez travaillé pour la plateforme Uber, vous avez travaillé pour d'autres plateformes, vous essayez maintenant de monter votre coopérative avec des collègues, donc c'est que quelque part vous croyez en cette possibilité de développer une activité économique autour du transport. Voilà, quelle est
Quelle est votre conclusion là-dessus sur un modèle peut-être plus équitable, enfin certainement plus équitable? Quelle est votre vision des choses et quel mot de conclusion pourriez-vous faire sur ce sujet-là? Ma réponse va être très simple. Même si je crée une coopérative, si de l'autre côté vous mettez des sociétés qui n'assument pas leurs obligations fiscales, sociales, patronales, comment voulez-vous que notre coopérative puisse être un modèle? On veut pas concurrencer Uber ou les autres plateformes. Mais comment voulez-vous être un modèle viable si de l'autre côté on ne régule pas des plateformes qui ne respectent pas les mêmes règles alors qu'on est régi par des règles qui sont inscrites dans le code des transports? Prenons l'exemple d'Uber. Ils ont des chauffeurs VTC. En dehors de Uber, est-ce qu'il y a un autre modèle plus Oui, équitable d'autres. d'après vous? Est-ce qu'il y a... Enfin, de toute façon, quand vous parlez, parlons de Bolt, parlons des autres plateformes. Enfin, je dis toujours qu'il y a le père et les fils indisciplinés. Je les vois comme ça parce que elles sont là, elles copient le même modèle. Et le problème, c'est que elles sont pas soumises aux mêmes règles que nous. Par exemple, elles exploitent des VTC, mais elles sont pas enregistrées au registre des VTC, alors que nous, on doit le faire. Il est là le problème. Aujourd'hui, elles peuvent créer des prix low cost. Si moi je le fais dans ma coopérative, on va me dire, c'est interdit, monsieur. Vous voyez? Donc, moi je veux bien, mais quand vous avez un manque de soutien de notre gouvernement qui est censé promouvoir des sociétés françaises d'abord avant de faire la promotion des sociétés américaines, ma question est simple. Est-ce qu'il y a une réelle volonté de voir émerger des coopératives françaises ou pas? Des sociétés françaises qui ont pour but justement de créer un modèle vertueux. Elle est là la question, monsieur le président. Moi aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose, je n'ai pas la pression. Et on est seul face à d'innombrables obstacles. Mais on fera tout pour les franchir. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie, monsieur le secrétaire général, pour l'ensemble des informations que vous avez apportées, et puis votre témoignage également très touchant, et je vous en remercie. Bonne fin de journée. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cet entretien. Je vous remercie. Je tenais juste à vous remercier, monsieur le président, de m'avoir écouté. Madame la rapporteure, mesdames, messieurs, merci d'avoir écouté voilà, tout simplement notre histoire. Elle ne se termine pas là. On espère tout simplement avoir un réel soutien et que les choses avancent, tout simplement. Merci. Monsieur Brahim Ben Ali, il est possible que la commission d'enquête parlementaire vous relance sur des questions complémentaires dans la suite des auditions que nous aurons à avoir. Mais de la même manière, si vous estimez à un moment donné que vous avez d'autres éléments sur lesquels vous souhaitez attirer porter à notre connaissance, il ne faut absolument pas hésiter. De la même manière que si vous avez des suggestions sur des personnes qui, selon vous, devraient être auditionnées par notre commission d'enquête parlementaire, n'hésitez pas à les suggérer. Voilà, je vous remercie. Merci, vraiment M. Ben pour Ali, votre merci à contribution. Madame la rapporteure, et merci également à nos collaborateurs de l'Assemblée nationale qui étaient là ce soir avec nous. Je voudrais juste dire effectivement, moi, comme je vous ai dit, on a consulté des éléments UberFi. Moi, il y a un point très important, c'est de savoir tout simplement ce qui a été fait en lobbying. Il y a des cabinets conseils qui ont été payés, il y a des sommes astronomiques. Moi, j'ai pu consulter ces montants et je voudrais tout simplement savoir à quoi correspondent ces montants, qui a bénéficié de ces montants et pour quel type de conseil, tout simplement. Je vous rappelle qu'il y a quand même des noms qui ont été révélés dernièrement et j'espère que ces personnes vont pouvoir s'expliquer. Voilà, je me tiens à disposition à tout moment s'il faut compléter ou vous donner des noms de personnes qu'il faut convoquer. Merci. Parfait, merci beaucoup. Vous parlez Bonne des soirée. conseils, les cabinets de conseil FIPRA. Vous avez dit que vous aviez éventuellement des noms sur lesquels attirer notre attention. Bon, je pense que M. Ben Ali pourra nous les communiquer par ailleurs. On a juste les montants. Malheureusement, on n'a pas les noms. Si on avait les noms, je pense que ça fait un moment que je les aurais donnés. Mais on a des montants. On a quand même 2,8 millions d'euros en lobbying en moins de 8 mois. Sur une période bien définie. Et comme par hasard, ces périodes tombent lorsqu'il s'agit de réguler la plateforme numérique. Voilà. Merci M. Ben Ali, bonne soirée. Bonne soirée.